Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Thierry Rutkowski, 25 ans dans le département de l'Aude. Il y a 25 ans, quand je suis arrivé dans ce département, j'ai pris, je vais être poli, j'ai pris la nature dans la figure par rapport à ma région qui était d'origine, qui est la Franche-Comté, une région magnifique mais très agricole et beaucoup d'activités. Et ici, j'ai vu une nature qui avait encore droit à une certaine légitimité naturelle. Et ça, c'est un caractère exceptionnel de ce département de l'Aude, et tout particulièrement de la Haute-Vallée de l'Aude. Alors me revient la mission de, un peu avant l'intervention des copains qui sont là, de définir un petit peu ce qu'est la biodiversité ordinaire, extraordinaire, et puis à travers les données qu'on a autour des oiseaux, voir un petit peu, à partir de quelques exemples, quels sont les enjeux ici en Haute-Vallée de l'Aude, et puis qu'est-ce qui se passe actuellement dans notre joli monde, dans notre mondialisation, qu'est-ce qui se passe à l'échelle de la planète, et plus particulièrement ici. Puis on essaiera de voir un petit peu ensemble, au cours de la journée, ce qu'on peut faire localement. Alors, biodiversité, voilà un terme qui est, un terme utilisé, peut-être excessivement utilisé, sans qu'on sache exactement ce qu'il recouvre. Alors, la légende dirait que c'est en 1986 qu'une certaine personne, dans un colloque international, a balancé le terme de biodiversité. C'est surtout en 1992, au moment du sommet de Rio, que le terme officiellement est apparu et qu'il a envahi un peu le jargon des naturalistes et des scientifiques à l'échelle de la planète. Alors, qu'est-ce qu'il recouvre, ce terme de biodiversité? Alors, vous avez bien compris, diversité biologique, mais pas que. Alors, la diversité biologique, elle va évidemment depuis les gènes. Vous savez, les gènes, c'est ce que toute espèce détient de sa part de génome. Un jour, la vie est sortie de la mer, de l'océan primitif, et s'est diversifiée à travers des phénomènes évolutifs. Et puis, on est tous porteurs un petit peu, toute espèce végétale, animale, porteurs d'un petit peu de génome qui constitue cette espèce de mémoire de la vie qui sans cesse évolue et se bagarre tant bien que mal, et de plus en plus aujourd'hui dans le contexte que l'on connaît, pour arriver à maintenir cette diversité biologique. Donc dans cette biodiversité, il y a tout ça, cette mémoire qui est importante. Donc ça va depuis les gènes des unicellulaires, des pluricellulaires, etc., des espèces, la diversité des espèces, et puis des écosystèmes. Des espèces, elles sont dans des habitats, elles sont dans des écosystèmes, dans cette espèce de maillage, ces vastes toiles interconnectées qui font que tout ça, ça fonctionne. Et il y a une notion qui est importante aussi, c'est la notion d'humain et de non-humain. Dans cette notion de biodiversité, il faut y placer l'humain. Et donc, on peut parler aussi d'agrobiodiversité, c'est-à-dire ce que l'homme, par son activité, influe sur la diversité des milieux et sur la diversité des espèces. Tous les bricolages qui sont faits sur les espèces sont des créations humaines et qui contribuent aussi à une certaine forme de diversité. Donc ne pas oublier aussi qu'il y a quelque chose de naturel, il y a quelque chose qui est un petit peu bricolé aussi par l'humanité. Donc l'homme est au cœur de la biodiversité, il l'est de toute façon en tant qu'animal. Peut-être simplement par rapport à l'illustration, les mammifères, ça représente à l'échelle de la planète environ 6000 espèces, ça pèse pas lourd. On estime entre 8 et 12 millions d'espèces, à peu près la diversité la diversité des espèces à l'échelle mondiale, bien que aujourd'hui on connaisse environ un peu moins d'1 million d'insectes, et certains diraient qu'il y en aurait peut-être 8 à 9 millions. On connaît 1 million de champignons, etc. Donc relativisons 6000 mammifères, et parmi les 6000 mammifères, l'homme qui est apparu il n'y a pas longtemps et qui disparaîtra de toute façon, qui laissera peut-être à la planète le temps d'un peu de résilience paisible, j'espère. Voilà, simplement pour situer un petit peu sur cette échelle. Alors, biodiversité ordinaire, biodiversité extraordinaire. On va se focaliser. Dans le monde naturaliste, Bruno, on en connaît, on a des aristocrates. Les aristocrates,
il s'intéresse, je ne parle pas de toi, mais on parle un petit peu quand même, il s'intéresse parfois aux orchidées, il y a les orchidiophiles. Chez nous, on a les rapaciologues, voire les rapasolâtres, c'est-à-dire ceux qui vraiment, au milieu des oiseaux, vont courir essentiellement après les oiseaux, qui ne savent pas du tout ce qu'est un roitelet, un moineau, mais savent tout sur l'aigle royal. On en connaît, on en a chez nous aussi. Donc, on a effectivement un intérêt marqué à apporter sur des espèces extraordinaires comme le gypaète barbu. Je cite des espèces présentes dans notre département. L'ours des Pyrénées qui était, qui vient, qui est encore, qui traverse parfois, avec les problèmes que l'on connaît. Des orchidées sauvages, alors certaines orchidées sauvages qui sont plus rares que d'autres, mais on a ici des pures merveilles, et je pense que les copains de la Fédération Haute-Claire vous en parleront un petit peu plus longuement. Les espèces rares ou fortement menacées, ben, voilà, en raison de quoi? En raison d'une densité faible. Il y a des espèces rares qu'on ne trouve qu'à un endroit. Prenons, pour exemple, dans le département, la centaurée de la Clappe. Sur la Clappe, à côté de Narbonne, on a une plante, elle est là, il n'y a que celle-là. Dans le monde entier, on la trouve nulle part ailleurs, elle est là. Vous voyez l'intérêt patrimonial de conserver une espèce et de mettre tous les moyens possibles pour essayer de la conserver. Le décement des Pyrénées, voilà, une espèce endémique, locale, pyrénéenne, cantabrique, Bruno vous en parlera. La pie-grillée chapotrine rose, ben voilà, une espèce qui malheureusement, cette année, on pense qu'elle a disparu. Depuis 25 ans que je suis là, on se bagarre, 2 couples, 3 couples, 4 couples, 7 couples, 6 couples, pas de couple du tout, un couple. Depuis 2 ans, que dalle. C'est une espèce qui est en limite d'air. Et bien comprendre qu'en termes de répartition des espèces, les limites d'air sont des limites essentielles pour la conservation des espèces. Or, avec les activités humaines et le changement climatique, ça pose problème et il faut se focaliser sur la survie de ces espèces dans leurs limites d'air. Ça, c'est une espèce qui était inféodée à la basse vallée de l'Aude. Voilà, alors toutes ces espèces, enfin la plupart d'entre elles, qui sont, pas toutes, mais sont inscrites évidemment dans des programmes. Alors l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, fait un suivi de la santé, je dirais, de survie de ces espèces. Et bon, il y en a qui sont en danger de disparition à l'échelle mondiale. Et c'est pas rassurant. On a créé des parcs naturels nationaux, des parcs régionaux, des réserves naturelles, des parcs naturels régionaux qui sont assis aussi sur cette grande diversité. On peut parler évidemment du projet magnifique qui est engagé au niveau des Corbières et du Fenouillel. Les sites Natura 2000, des grandes difficultés pour mettre ça en place il y a quelques dizaines d'années, et puis ça roule tant bien que mal avec des moyens qui sont devenus des peaux de chagrin pour arriver à faire quelque chose de sérieux. Des conventions internationales, évidemment, donc ça c'est toutes les listes d'espèces protégées à l'échelle internationale, et puis plus localement ou nationalement, des listes rouges. Voilà. Suivante. Alors, quelques exemples. Vautour fauve, vautour percnoptère. Voilà 2 espèces qui sont des trésors, et une troisième qui arrive derrière, qui est le gypaète barbu. Parlons des 3 en même temps. Ce sont, en ce qui concerne les oiseaux, 3 trésors qui sont en Haute-Vallée de l'Aude. Il y a 25 ans, quand je suis arrivé, les vautours fauves, on en voyait passer très très haut de temps en temps. C'était des vols entre les Pyrénées et les Grands Causses. Les Grands Causses, où il y avait déjà eu des actions, il y a quelques dizaines d'années, de réintroduction de ces espèces-là. Et puis, avec mon ami Yves, un jour, alors que j'animais dans le cadre de mon activité professionnelle des stages de découverte sur la protection des oiseaux, on a vu se poser pour la première fois des vautours fauves à Bugarage. Et puis on courait après un petit vautour qui est sur la droite, qui est le vautour percnoptère d'Égypte, et on avait réussi à repérer une paire de couples dans le département, des véritables trésors. Actuellement, c'est environ 80 couples à l'échelle nationale reproducteurs, et on a aujourd'hui 5 couples reproducteurs dans le département. Et ils sont tous en Haute-Vallée de l'Aude. Vous voyez l'intérêt. Et s'ils sont là, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a à bouffer, et il y a des endroits pour nicher. C'est-à-dire qu'on a les niches écologiques qui vont bien pour ces espèces-là. Le vautour fauve, à partir des années 2003, 2004, 2005,
il y a eu des changements de pratique en Espagne et ces oiseaux sont venus un peu plus sur le front nord-pyrénéen, les corbières, etc., pour pouvoir y trouver quelque chose de satisfaisant. Il y a du pastoralisme diffus, il y a de la mortalité de gibier, etc. Donc il y a à bouffer aussi pour ces oiseaux-là. Et il y a moins de 10 ans, il n'y avait pas un vautour fauve nicheur. Aujourd'hui, on est à plus de 80 couples nicheurs dans la Haute-Vallée de l'Aude. Donc c'est une réalité, mais ça montre aussi qu'en 10 ans, il peut se passer beaucoup de choses dans la dynamique des espèces. Le gypaète barbu, ben voilà, une espèce absolument magnifique, emblématique, qui se reproduit tant bien que mal depuis quelques années en Haute-Vallée de l'Aude. D'autres oiseaux surnuméraires, d'autres couples potentiels sont en formation et on observe à la suite aussi de gros travaux de protection en Espagne et puis sur la chaîne pyrénéenne qui ont été mis en place pour cette espèce-là, une dynamique qui s'est déplacée vers l'est des Pyrénées. Et actuellement, nous travaillons dans le cadre d'un programme européen, un programme LIFE, sur une mise en connexion des populations pyrénéennes et des populations alpines. La création d'un corridor pour qu'il y ait un brassage génétique entre des oiseaux d'origine naturelle, d'une dynamique génétique ibérique et pyrénéenne, et avec des oiseaux qui sont dans les Alpes et qui sont tous issus de réintroduction. Donc, enjeu important, un enjeu en Haute-Vallée de l'Aude. Juste une question. Oui. J'ai oublié de préciser, effectivement, comme il y a les 3 intervenants, on propose les questions un peu plus globales de les faire à la fin. Mais si vous avez des questions relatives à une diapositive, vous pouvez les poser. Et moi, j'en ai une, parce qu'à un moment, tu as dit des oiseaux surnuméraires. Et voilà, c'est quoi alors des oiseaux surnuméraires? Attends, j'ai dit Dans ça. la phrase, à un moment, tu as dit ça, mais je me suis dit, c'est quoi ça? Alors, on écoute. Il y a des oiseaux sur les questions. C'était par rapport au GIPA, tu parlais des adultes. Oui, surnuméraires, c'est-à-dire des oiseaux qui sont autres que les oiseaux qui sont identifiés et suivis en couple. C'est-à-dire des oiseaux nouveaux, qui ne sont pas obligatoirement adultes, et qui sont sur le territoire, qui ont repéré ce territoire comme un territoire intéressant et potentiel. Ça veut dire aussi que ces oiseaux, entre guillemets, c'est peut-être pas le bon terme, je m'en excuse, mais ces oiseaux complémentaires, je dirais plutôt, sont aussi un ferment concernant l'avenir de la population de cette espèce. Voilà. Biodiversité ordinaire, alors ça c'est intéressant parce que, au-delà de ces oiseaux aristocrates, où on pourrait dire la même chose pour certaines plantes, eh bien, il y a une biodiversité ordinaire, et c'est celle-là qui pose beaucoup de questions. Elle peut se définir comme l'ensemble des espèces abondantes dans un écosystème donné, des espèces courantes, abondantes, mais dans cette biodiversité ordinaire, évidemment, vous avez bien compris aussi que de temps en temps, il y a le sauvage et le domestique. C'est la nature qui nous entoure, commune, une interface, un mi-chemin entre les activités humaines et puis aussi une nature sauvage à privilégier, celle qui nous entoure. Moi j'aime bien le terme de Gilles Clément, où certains connaissent Gilles Clément, paysagiste, jardinier, etc. Il parle de tiers-paysage. Moi, quand je m'occupe de mon jardin, je bricole dans mon jardin, j'essaye de le cultiver le mieux possible, mais j'ai toujours ce regard, et je pense toujours à Gilles Clément, avoir toujours un regard de sauvage, c'est-à-dire laisser la nature s'exprimer au mieux, de façon à ce qu'il y ait une contribution on va parler des auxiliaires qui sont là, de tous ces insectes, toutes ces plantes compagnonnes, qui ont leur rôle important pour arriver à donner un équilibre dans les bricolages que l'on peut mener dans notre propre jardin. Donc, ce tiers-paysage, on peut l'apprécier à tous les niveaux, mais bien le penser toujours quand on voit un paysage ou qu'on voit un site quelconque. Biodiversité ordinaire. Alors, vous voyez une petite plante, pour moi c'est une symbolique. Elle appelle nos regards. Elle nous appelle, je me souviens, on a fait beaucoup d'interventions avec Moutsi, je pense que vous la connaissez. On disait toujours qu'il fallait savoir toujours changer de regard. Changer de regard, c'est-à-dire donner des coups de zoom et se poser la question de la façon dont on peut qualifier une espèce, même une plante sauvage la plus simple possible, qui pousse dans
dans un carrelage sur une terrasse, là, qui a été voué en tout cas systématiquement au Roundup et autres pesticides. Voilà, mais si elle est là, est-ce qu'elle n'est pas là justement pour nous montrer cette force, cette capacité de résilience qu'a la nature? C'est-à-dire, il y a une espèce de force forcenée, déterminée de la nature à reprendre ses droits. Moi qui étais forestier, j'ai toujours été absolument ému chaque fois que j'ai vu dans un vieux village abandonné, et ça ne manque pas dans les paysages en Haute-Vallée de l'Aude, on retrouve des vieilles fermes, etc. Et on voit les arbres qui sont là-dedans, qui sont entre les mousses, les algues, enfin toute cette puissance de la nature qui reprend ses droits et qui fout en l'air de toute façon les constructions de l'homme. Cette résilience, elle est là. À nous de savoir l'observer, la respecter et l'assister, je dirais. Voilà, à force d'entendre, oui, on n'entend pas. Alors les oiseaux, on va parler beaucoup d'oiseaux là. À force de regarder, ben, on ne voit pas. Changeons de regard. Et puis les notions de mauvaises herbes et d'espèces nuisibles, je pense que dans les débats qu'on pourra avoir autour des tables, ça c'est à revoir. Qu'est-ce qu'une espèce nuisible? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Une mauvaise herbe, pourquoi une mauvaise herbe? Non, une plante sauvage. Biodiversité ordinaire et paysage agricole, vas-y. S'il te plaît. Voilà, bon, on voit le paysage que... On en a qui sont pas loin d'être comme ça, même dans le département de l'Aude. Hein, quand on va du côté de l'ouest du département, du côté du Lauragais, on a des surfaces non négligeables. Vas-y, s'il te plaît. Voilà, alors voilà 3 paysages. Vas-y, merci. Un premier paysage diversifié, on peut dire respectueux de la diversité des habitats, c'est-à-dire une multiplicité d'habitats. Là-dedans, il y a des haies, il y a des bosquets, il y a des rivières avec des ripisylves, il y a des étangs, il y a une bonne connectivité, la notion de corridor écologique est importante, il y a une bonne connectivité entre les différents milieux et l'homme qui arrive à cultiver sainement, correctement. Là-dedans, on a, vous voyez, une biodiversité qui est large. Suivante. Encore. Voilà. On arrase tout, c'est ce qui s'est passé à partir des années 50, l'après-guerre, le plan Marshall. Allez, on remembre, on fout en l'air les haies, et on est arrivé à des échecs avec l'utilisation du DDT à l'époque, avec les incidences que l'on connaît. Ça a été une catastrophe. Suivante, s'il te plaît. Voilà. Alors, vas-y encore. Il est tout à fait possible, en se donnant les moyens, de permettre à la vie de reprendre dans ces milieux. Après, bon, c'est aussi du génie biologique, c'est du travail. C'est le respect de la restauration de ce qu'on appelle les corridors écologiques. On a un schéma régional de cohérence écologique qui, en gros, est une cartographie des trames vertes, des trames bleues, qu'il convient de conforter, de restaurer, de façon à ce que, tout simplement, toute cette faune et cette flore, elle a besoin de circuler. Et si on met des frontières, si on coupe cette circulation, eh bien, il n'y a pas de possibilité, et ça ne marche pas. Et donc, toutes les zones qui sont, les interstices qui sont cultivés par l'homme, évidemment, ne peuvent pas bénéficier de cette connectivité et de la richesse des espèces qui sont dans cette connectivité. Ça, c'est important. Suivante. Voilà. Alors, un petit clin d'œil, des printemps de plus en plus silencieux pour les oiseaux. Dans les années 60, début des années 60, Rachel Carson, aux États-Unis, écrit un bouquin qui s'appelle Le printemps silencieux, de Silent Spring. C'est la grande période du DDT. Et elle tire l'alarme, elle tire la sonnette d'alarme déjà, en voyant s'effondrer, elle entend de moins en moins d'oiseaux. Elle fait le constat qu'il y a de moins en moins d'oiseaux qui chantent. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, et je vais vous le montrer avec quelques courbes, ça ne s'est pas arrangé. Alors cette courbe, qu'est-ce qu'elle présente? Une courbe en rouge qui présente les espèces généralistes. Généralistes, le pinson des arbres par exemple. Espèce très très commune en Europe. La fauvette à tête noire, c'est un oiseau des buissons. Des buissons, des arbres, il y en a. Ça leur va très bien. Par contre, vous voyez, une courbe en dessous, moins 22%, c'est sur 25 ans. Hein. C'est une courbe sur 25 ans. Et on parle déjà d'effectifs qui avaient déjà bien trinqué auparavant. Donc, cette courbe qui est en dessous, moins 22%, ce sont les espèces spécialistes. Pourquoi elles chutent? Elles chutent aussi,
ces espèces spécialisées parce qu'on a atteint leur milieu, leur biotope. Ces espèces, elles sont liées aux zones humides, elles sont liées aux forêts, elles sont liées à des pelouses, elles sont, etc., etc. À partir du moment où on intervient de façon excessive, voire destructive sur ces milieux, ces populations se cassent la gueule. Suivante. Alors, encore plus marquant maintenant, donc ça c'est, vous voyez, ce sont des résultats de 2017, c'est suivi, ce sont des résultats qui sont produits à partir d'un programme du Muséum d'histoire naturelle qui s'appelle Suivi temporaire des oiseaux communs. Donc ce sont des placettes qui sont installées en France depuis, Mathieu, combien d'années le programme Stock? Une bonne vingtaine d'années, hein. Ouais, peut-être une trentaine, Et donc ces placettes sont suivies par des observateurs chaque année et font le bilan de ce qui est vu ou entendu sur un temps donné. C'est une approche statistique et par habitat. Eh bien, les résultats sont flagrants. En ce qui concerne les milieux agricoles, c'est la dégringolade, c'est moins 33% des oiseaux inféodés au monde agricole en 25 ans. Dans les milieux urbains, moins 30%. Et déjà un infléchissement des oiseaux, alors que c'était relativement stable, voire légèrement en progression, on commence à noter une incidence d'effondrement en ce qui concerne les oiseaux forestiers, moins 3%. Donc, il y a urgence. Il y a urgence. Tous les signaux sont au rouge. On passe à la suivante. Voilà ce qui se passe au 19e siècle. On constatait la disparition d'une espèce tous les 100 ans. Maintenant, c'est 100 espèces par an qui disparaissent. Parallèlement à ça, on découvre à peu près 1800 nouvelles espèces, donc des nouvelles espèces pour la science, à l'échelle mondiale chaque année. Mais c'est bien loin de compenser ce qui disparaît de l'autre côté. Voilà, en ce qui concerne les insectes, là donc des données mondiales, 41% des espèces d'insectes ont décliné durant la dernière décennie, ça c'est des données 2019. En ce qui concerne les vertébrés, 22% au cours des 10 dernières années. Si on regarde un petit peu plus largement, les chiffres sont supérieurs. Et j'ai lu une communication allemande récemment, en ce qui concerne les insectes effondrements au cours des 10 dernières années en Allemagne, c'est 60%. Ça urge. Ça urge grave, comme on dirait. Suivante. Voilà, j'en ai fini. Maintenant, les pistes sont ouvertes. On est là pour y réfléchir ensemble. Le tableau n'est pas réjouissant, mais les moindres des actions, parfois, peuvent apporter de grandes solutions. Donc on est là pour partager tout ça ensemble et je vous remercie pour votre attention.